Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, on va faire un saut dans notre passé à travers une belle expérience que nous raconte mon invité qui vient de loin. Il nous dira d'où il vient. Daniel Habesh Christensen. Daniel Habesh Christensen, bienvenue. Marhaba ici. Insoufi ici. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je remercie beaucoup mon ami Youssef pour son invitation. C'est ma première présentation de mon livre. Et merci à vous tous d'être venus en nombre. Et ici, tu es chez toi, mon ami. On est en famille, on discute. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, tu as écrit un récit que j'ai lu, que j'ai aimé, que je conseille à tout le monde. Alors, c'est Pensionnaire à l'internat des Pères Blancs de Beni-Yeni. Alors, tous ceux qui ont fait l'internat vont s'y retrouver. Et ceux qui ont fait les Pères Blancs, enfin les institutions des Pères Blancs, vont aussi se remémorer et plonger dans des souvenirs que j'imagine précieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Toi-même, en écrivant, ces souvenirs t'ont fait revivre le passé, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, en dehors de tous les internes, que ce soit chez les Pères Blancs ou par la suite l'école algérienne, dans ce même collège, c'est un petit peu le monde de tous les internes du monde entier, puisque peu ou prou, c'est à peu près la même chose que tout le monde a vécu. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas, et j'avais même découvert que toi-même, petit cachotier, tu étais également, moi j'étais à Saint-Louis des Pères Blancs à Beni-Yeni, et toi-même tu étais à Sidi Aïch pour le collège et à Abderrahmane Almira à Boura pour le lycée. Moi j'étais à Fort National. Donc tout à l'heure je te poserai la question, si tu veux bien, de ce que tu as pensé, pas en tant qu'écrivain Youssef Zirem, mais en tant qu'ancien interne. Donc effectivement, les personnes avec qui j'étais attablé tout à l'heure, ce sont mes aînés. Ils ont tous étudié, et tant mieux pour eux, ils avaient étudié les 4 années du collège à Beni-Yeni, alors que moi je n'ai fait qu'une seule année. Mais j'ai pu retrouver une très grande famille parce que sur la page Facebook que j'ai créée pour cette fameuse école, ça remonte jusqu'au début des années 60 et fin des années 50. Donc tout le monde se souvient à peu près des mêmes choses que j'ai écrites alors que je suis rentré 15-20 ans plus tard. Très bien. Donc, ton livre, je disais, il est émouvant. Il commence déjà par une scène un peu de déchirure. C'est l'enfant. L'enfant, il n'est pas très âgé quand même. Il va quitter ses parents. Le grand-père, il est là. La mère, elle regarde. Le grand-père lui dit bon, rentre quand même chez toi. Le fils, il va partir. Bon. Mais eux, ils savent que tu vas revenir quand même. Mais toi, tu ne t'attendais pas vraiment à ce que c'est que ce que ça va être cet internat, n'est-ce pas? Oui. Alors effectivement, ça c'est la manière dont ça s'est passé pour moi personnellement. Mais je sais qu'il y a une multitude de mes camarades qui me l'ont dit par la suite parce qu'ils ne savaient pas que j'allais écrire tout ça. Et une fois qu'ils ont acheté le livre aussi là et chez Cheikh Tizouzou, ils m'ont dit mais voilà, c'est un peu de choses près la même chose. Donc j'ai eu le défaut de mes qualités, malheureusement. Je suis rentré, j'étais un petit peu dégourdi comme disent les anciens. Je suis rentré à l'école primaire à 5 ans au lieu de 6. Donc déjà, pour les gens, pour les camarades qui étaient rentrés à 12 ans, c'était très difficile. Alors, qu'est-ce que ça a pu être à 11 ans? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'enfant que j'étais, donc de 11 ans,
qui était en train de jouer toute la journée, qui pensait qu'il allait juste déposer ses affaires et revenir le soir. Ne savait pas beaucoup de choses du monde des adultes qui avaient déjà fait leur affaire. C'est-à-dire, il s'était entendu que, voilà, on va expédier les adieux. Et donc, je suis parti comme ça, sans dire au revoir à ma mère. En même temps, j'avais affaire à un grand-père très sévère. Donc, effectivement, c'était des émotions qui étaient ressenties par pas mal de mes camarades par la suite qui m'ont fait cette confidence. Mais pour eux, c'est allé à l'essentiel parce que à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup l'investissement, c'est-à-dire on ne payait pas pour aller à l'école. C'était l'une des rares écoles où il fallait payer puisque c'était une école privée. Donc, du moment qu'on investit, il y a une obligation de résultat et donc on ne s'était pas encombré des formalités d'adieu parce que on attendait que je gravisse les échelons et que j'aille un peu plus loin. Oui, donc à l'internat, tu découvres des études, bien sûr. Tu découvres aussi qu'il y avait quand même des outils qu'on mettait à la disposition des élèves dans quand même de la lecture, de la bande dessinée. Et ça, tu es émerveillé, bien sûr, comme toi, comme tes camarades. Tu découvres aussi le dortoir. Le dortoir, là, on est obligé de défaire son lit chaque matin pour le refaire le soir. Ça, c'est une pratique de tous les internats. C'est pas seulement chez les pères blancs. Oui. N'est-ce pas? Tu es bien placé pour ça. Absolument. Alors, plus que les outils, effectivement, ce fameux dortoir, d'ailleurs, j'avais mis un point d'honneur à faire figurer donc la photo du dortoir en 4e de cours, parce que je pense que c'est le chapitre ou l'élément dans notre internat, de notre cursus, qui a le plus produit de souvenirs émouvants. C'est-à-dire que quand j'ai discuté avec mes camarades, et par extension à ceux qui m'ont précédé, donc que je n'ai pas connus parce qu'ils étaient déjà partis, ils avaient passé leur bac, tous ont dit effectivement, oui, le dortoir c'était quelque chose. Parce que, effectivement, quand on arrive là-bas, il y avait les cours généraux, bien sûr, avec l'emploi du temps, mais il y a aussi des activités dirigées. Donc, c'était quelque chose de nouveau, on faisait de l'astronomie, on faisait de la photo, on faisait sur du bois des figurines, des raquettes de ping-pong, de la peinture. Mais la première nuit au dortoir, loin de ses parents, ça c'est inoubliable parce que c'est le premier jour, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, qui sont tous ces gens-là, voilà, donc, et finalement, il n'y avait pas d'hostilité puisqu'on était tous logés à la même enseigne. Donc, il y a même des gens qui ont aujourd'hui 70 ans qui m'ont dit « Oui, Daniel, tu as bien fait de parler de ça parce que moi aussi j'avais 11 ans et moi aussi j'avais pleuré la première nuit au dortoir. » Donc, j'avais l'impression que c'était comme un rite initiatique, une sorte de saut d'obstacle. Un premier examen avant la fin d'année ou même du trimestre, il fallait réussir déjà séance tenante le premier jour, à moins de 12 heures de l'arrivée, ce premier examen, de dormir dans un lit qui est complètement, enfin le style de lit était complètement inconnu parce que c'est des lits superposés, en rangée, avec des gens que tu ne connais pas, il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Et effectivement, il y a une certaine discipline, je vois que... Donc il faut faire et défaire son lit,
il faut dormir en pyjama. J'ai jamais eu des pyjamas avant ça. Il fallait se laver à l'eau froide avant d'aller au lit, le dentifrice, même pas le tricoteur sous le pyjama, interdit. Et puis on était checké avant d'entrer dans le lit. Et déjà, ça s'annonçait déjà très très mal. Voilà. Donc, on était sur les 60. On était 60 à attendre le lendemain matin que le jour se lève avec impatience. Mais il y avait quand même des choses délicieuses dans le retour à la maison. Hein. Donc quand on revient, d'abord on est un peu chouchouté, et puis on retrouve quand même ces marques, on retrouve cette liberté d'aller et de venir dans les champs, etc. N'est-ce pas? À plus d'un titre, mon cher Youssef. Alors effectivement, il y avait le fait que on ne nous l'avait pas dit au départ, comme pour les adieux avec la maman. On ne nous avait pas dit qu'il n'y avait pas de sortie. Donc dès la rentrée le 7 septembre, la prochaine sortie, ce sera à Noël. Et au retour de Noël en janvier, la prochaine sortie c'est à Pâques, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la vie. Donc déjà, 3 mois et demi, 4 mois à découvrir une cuisine qu'on ne connaissait pas vraiment. Et d'autre part, donc il y a cet éloignement spatio-temporel. Donc même si j'étais à 15 km de chez moi, j'aurais pu être à 5 km ou à 100 km, le tarif était le même. Il y a une personne qui est ici devant moi, c'était le fils du cafetier qui a fait l'école avant moi, il était sorti 5 ou 6 ans avant. Lui-même, habitant juste à côté, et pourtant son père, il l'a mis en internat. C'est pas possible. Que nous, avec le minimum d'offres de transport, on nous mette en interne, d'accord, mais quelqu'un qui habite à 50 mètres du portail. Donc, la configuration a changé aujourd'hui, mais parce que bon, maintenant la porte, ce sont 2 battants avec des barreaux, mais à l'époque il y avait une espèce de portail coulissant comme ça, tout en fer de 3,50 m, et quand il se refermait contre le menton là-bas, ça faisait un bruit énorme, j'avais l'impression que c'était Alcatraz, et donc le modeste plat de lentilles à la maison, sans viande évidemment. C'était devenu comme du caviar et on l'attendait. Avant d'aller à l'internat, on faisait un petit peu la fine bouche, non, j'aime pas ça, puis quand on revenait, on se jetait dessus. Absolument. C'est une école aussi qui a été fréquentée par de nombreuses personnalités. Hein. Dis-nous un mot sur ça. Oui. Situé un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Absolument. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne savent pas beaucoup du passage des Pères Blancs et, par extension, ne savent pas quelles étaient les personnalités éminentes qui ont été scolarisées là-bas. Alors, il y a eu des Pères Blancs un peu partout, notamment en Kabylie et dans l'Algérie. Alors pour rester à Benini d'abord, puisque c'est là que ça se passe, même si tous n'ont pas fait l'école chez nous, il y avait donc de Benini et ceux qui ont fait l'école en même temps, donc il y avait Idir et Mustapha Ourad qui a travaillé à Charles Hebdo, père d'Anzan. Ensuite, leur voisin qui s'appelait Mohamed Arkoun, père à son ami aussi. Lui, il avait fait les Pères Blancs d'Oran. Ensuite, il y a Issa Rebrab, donc le plus grand industriel algérien. Il a fait Maison Carrée des Laraches, en même titre que le plus grand handballeur de tous les temps, Driss Lamjadani. Et celui qui a fini au poste de ministre des Finances, Smaïl Pierre Maroug, qui était aussi à Beneni et qui a
était lui pris en charge parce qu'il était orphelin par les sœurs et les pères en même temps. Donc il y avait quand même plus d'autres chirurgiens dentistes, hauts fonctionnaires, on va dire, qui ont surtout quitté l'école autour de 65-66. Alors, dans ton récit, la religion n'est pas une obsession. Pourtant, c'est une école des Pères Blancs, mais la religion chrétienne n'est pas vraiment présente. Oui. Alors, je l'ai mis en 4e de couve. J'ai dit que ces Pères Blancs, ils ont donné leur lettre de noblesse à l'éducation selon une méthode sans Bible. Alors il y a plein de gens encore aujourd'hui qui pensent que les Pères Blancs étaient venus nous évangéliser, que pour rentrer chez eux, il fallait se convertir. Non. Depuis le départ, en 1873, quand la famille Ibazizène a donné l'assiette de terrain pour construire l'école, avec les notables du village et de tous les bénénis de cet village, ils avaient donc mis 3 conditions. C'était des jésuites avant l'arrivée des Pères Blancs. Au départ, c'était les jésuites qui ont construit cette école. Ils ont dit, on vous donne le terrain, 3 conditions. La première, pas d'évangélisation. La deuxième, nos enfants ils vont être scolarisés gratuitement. Et la troisième, vous enseignez le kabyle en même titre que le français et vous ne francisez pas les noms. Et donc, quand les conditions elles étaient remplies, il n'y avait aucune tentative d'évangélisation, il n'y avait pas de cours de théologie, il n'y avait pas de catéchisme. J'ai eu la chance de trouver cette carte postale sur internet, donc je l'ai achetée et puis je l'ai utilisée, donc ça c'est notre école. Et ça c'est la chapelle. À ce jour, même 50 ans après, je n'ai jamais su à quoi ressemblait cette chapelle. Il n'y a personne, j'ai demandé à mes camarades, ils m'ont dit on n'a jamais pu entrevoir quoi que ce soit. C'était uniquement pour les pères et puis pour les professeurs qui étaient laïcs et qui étaient venus donc en support. Quand ils venaient aller à la messe le dimanche ou à Noël. Donc même nous, on était là 9 mois sur 12, on n'a jamais su à quoi ressemblait cette chapelle, alors qu'il fallait juste monter les escaliers. Donc ils ont tenu leur parole, et c'est très bien, parce que le but c'était de donner un niveau d'excellence. Voilà. Mais malheureusement, donc, cette expérience va prendre fin. Toutes ces structures seront obligées d'arrêter. Un mot donc, sur la fin de toutes ces structures à travers toute l'Algérie. Hein. Oui, j'avais intitulé ce chapitre 1976, une catastrophe annoncée. C'est-à-dire que c'était une manière déguisée, hein, on va pas se voiler la face. Le fait de dire il faut que toute la population soit logée à la même enseigne, c'est l'école publique pour tout le monde, il n'y a pas de privilège, on arrête l'école privée. Bon. Sauf qu'il n'y avait pas d'Algériens qui étaient à la tête d'école privée. Donc chercher l'erreur, c'était pour mettre dehors les Pères Blancs de façon diplomatique. Alors, je ne dénigre pas du tout, hein. La preuve, tu as fait l'école publique, et tu es un éminent écrivain, tu es mon aîné. Donc l'école algérienne, parce que je l'ai rejointe par la suite, l'année d'après, une fois que ça s'est terminé, et le niveau était à peu près, on va dire, dans les cordes. Mais c'était il y avait la fin d'une série, à l'époque, c'était 100% de réussite au bac. Ceux qui ont le privilège d'aller aussi au lycée chez les Pères Blancs, à l'intercollège à Alger, au tunnel des facultés.
Ensuite, dès l'année d'après, je crois qu'on avait perdu 20 ou 25% déjà de réussite au BOG et de passage à la seconde. L'année d'après. Si on rajoute à cela l'arabisation et l'islamisation, ben, vous prenez une photographie d'aujourd'hui et vous avez donc l'amplitude du tsunami qui a touché l'école algérienne depuis ce moment-là. Alors tout à l'heure tu voulais que je dise un mot sur mon internat. Ben, c'est pratiquement la même chose, hein. Donc peut-être que le mien était un peu plus sévère, hein, mais c'était sévère dans le bon sens, hein, pour obliger les élèves à étudier. Mais je vais vous raconter quand même une anecdote. Alors moi, j'aimais beaucoup lire déjà à cette époque-là. Donc on avait ce qu'on appelait l'étude, donc il fallait réviser les matières. Moi j'assistais toujours aux cours et donc souvent à l'étude je lisais des romans, en cachette bien sûr. Alors je mettais un cahier comme ça, mais je lisais le roman un peu en douce. Alors j'ai commencé à lire Les Chemins qui montent de Maud Ferrand. Et donc c'était déjà 21h ou 22h, je ne me souviens plus, il fallait aller se coucher. Mais moi, j'étais vraiment captivé par ce roman de Maud Ferrand. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, au dortoir, j'ai attendu à ce que tout le monde dorme, on éteigne les lumières. J'ai pris le roman et je suis allé dans les douches et j'ai terminé la lecture du roman dans les douches. Voilà. Bravo. Bravo. Voilà, la parole maintenant était à la salle pour des questions et des remarques. Voilà. Merci, Charlie. Alors, qui commence? Les anciens. Daniel Jamal Arbache, bienvenue au café littéraire de l'impondérable de notre ami Youssef Zirem, un café littéraire maintenant quasi légendaire. Oui, c'est un parcours passionnant, mais en même temps qui semble assez torturé quand même, hein. Vous étiez dans cet internat, un peu prisonnier quand même, hein. Alors, maintenant avec le temps, avez-vous quelques regrets, par exemple, concernant vos parents qui vous ont laissé là-bas? Vous sentiez-vous un peu abandonné? Merci beaucoup, Brahim, pour ta question. Et merci à l'impondérable et à toi et à Youssef de m'avoir reçu. Alors, avant de te répondre, je rebondis sur ce qu'a dit Youssef. Non, cher ami, ce n'était pas beaucoup plus sévère. Chez nous, c'était encore plus sévère. Alors déjà, je disais à mon ami ethno-psychologue et psychiatre Hamid Salmi, j'ai dit, il n'y a que les professions libérales où on fait 45 heures par semaine ou plus. Et nous, c'était 45 heures par semaine avec les études. Il y avait, pour la petite anecdote, il y avait un camarade à moi qui m'a raconté il y a un mois ou deux. Il m'a dit, il pleuvait, on était en séance de sport, il pleuvait à cordes, et c'était une pluie froide. Et je voulais un petit peu tricher avec Perian qui fait 2 mètres, il est néerlandais, c'est une force de la nature. Et donc, il m'a dit, j'ai déchiré un petit peu comme ça mon short, parce que en séance de sport, donc c'était interdit d'avoir des survêtements. Il a déchiré un petit peu son short, il a dit, est-ce que je peux monter au dortoir chercher mon survêtement? Il lui a dit, sous le short tu as un boxeur, c'est ça? Il dit oui, il lui montre, donc il a vu la longueur du boxeur, il lui dit alors tu retires le short et tu retournes faire la petite foulée sous la foulée. Pendant 1 heure de temps. Il m'a dit manque de bol, la pluie elle s'est mise à tomber encore plus forte. Non, Brahim, on s'est pas senti prisonnier. C'était donc la surprise que il y avait chez les grands, donc nous on était en 6e, mais il y avait 4 niveaux, donc 6e, 5e, 4e, 3e. Chez les grands, il y avait des externes.
Et on les voyait sortir à 18h, voilà, ils rentraient à la maison tranquille, et puis nous, on était là, et c'était la première fois qu'on quittait nos parents. C'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'on est des enfants, j'ai pas voulu charger un petit peu, j'aime pas trop l'émotionnel, je préfère plutôt l'intellect. Mais comme c'est un garçon de 11 ans qui parle, on ne peut pas y échapper. Donc voilà. Alors c'est le fait que ça se soit passé comme ça, le déchirement, sans être préparé. Parce que c'est quand même une région rurale. Aujourd'hui, en Europe ou même dans les villes, on prend un enfant, on lui explique, il y a ton frère qui va arriver, quand il y a une grossesse, c'est pas contre toi, ne sois pas jaloux, etc. Donc quand quelqu'un va partir, on va lui dire, voilà, comme nous, il n'y avait aucune explication. Et on s'est retrouvés devant le fait accompli. Et avec la distance, même sur l'aspect logique, on ne peut pas faire 15 km aller le matin, 15 km le retour, surtout en hiver. Donc il y a une espèce de bon sens qui reprend un petit peu le dessus. Et donc il n'y avait pas d'autre alternative que d'accepter cet internat. Une fois on s'est habitué, on a commencé à se faire des amis, ça a atténué les choses, mais ce qui a atténué le plus, c'est le fait de voir qu'il y a 160 personnes qui sont logées à la même enseigne, petits ou grands, et que surtout les grands s'en sont accommodés. Alors si les grands sont arrivés, pour nous c'est juste une question de semaines ou de mois. Par contre, pour finir, quand on met dans la balance, le bénéfice vaut bien la chandelle et est beaucoup plus grand que le petit sacrifice qu'on avait fait. Amen. Amin, salut. Bon. Donc notre ami Daniel, j'étais avec lui hier soir, il était beaucoup plus exubérant. Parce que là, il est calme, il parle doucement. Mais en fait, dans la discussion, il est exubérant. Et il m'a donné un avant-goût de ce café littéraire. Donc je lui ai posé beaucoup de questions, on a parlé. J'étais très heureux de le rencontrer hier. Également, merci. Et aujourd'hui, donc ici, avec Youssef, Brahim et tous les esprits. On avait parlé des esprits tout à l'heure, protecteurs de ce café. Je pensais à deux choses en fait, au rite initiatique que tu as évoqué. Donc ça fonctionne vraiment, soit sur le moment ou dans l'après-coup, comme un vrai rite initiatique. Mais les rites initiatiques, en fait, on passe d'un monde à un autre, mais dans le même monde. Et là, c'est un rite initiatique où on passe d'un monde vraiment à un autre. La philosophie du lumière, la littérature, le roman, c'est un autre monde où on fabrique un individu, un citoyen, etc. Et ça a apparemment bien marché en Kabylie. Et ça me rappelle, comme je t'ai dit hier, l'époque de Saint-Augustin, Pulée, Lactance, etc., où les Berbères de leur monde amitique, amito-sémitique, que sais-je, sont passés, africains, sont passés direct à la culture latine et gréco-romaine. Et il paraît que l'école n'a pas réussi partout. Parce qu'on dit souvent l'Algérie, enfin la Kabylie a été privilégiée, etc. Il ne paraît pas tant que ça, mais les Kabyles étaient assoiffés, vraiment, la terre était assoiffée de savoir, et ça a donné cette élite qu'on connaît, qui avait fonctionné en Algérie post-indépendance, et même avant. Et donc à ce titre-là, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Cette greffe a réussi parce que généralement on passe de la culture des montagnes à la culture, on disait la montagne savante à une certaine époque, hein, et c'était les zaouïas, les médersas, les écoles, au Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, 20e siècle. Mais là on est passé et même les ethnologues, tout ça, étaient surpris que cette greffe ait réussi autant. Et si on la refait aujourd'hui, elle réussira tout autant. Et c'est vrai qu'il y a eu cette frustration incroyable où on a été privé de cette façon de greffer. Et les pères blancs et autres ont bien su comment, effectivement. Voilà, donc c'est un petit commentaire, mais si tu as une résonance ou quelque chose par rapport à ça, tu peux nous dire. Ouais. Je te remercie d'avoir rendu la mèche par rapport à hier soir.
Hamid, donc, qui habite à 3 km à vol d'oiseau de mon village d'origine, Rigonas à Eboudrahan. Une personnalité que j'estime beaucoup, très savante et faite de lumière. Merci pour ton commentaire, effectivement. Alors, ça tombe bien, les grands esprits. Donc, désolé Youssef, mais c'est plutôt positif, hein, je te prends comme exemple aujourd'hui. Donc, par honnêteté intellectuelle, effectivement, ce n'est pas seulement les pères blancs qui ont réussi ça, donc même l'école algérienne, vous voyez, donc Youssef, Hamid, etc. Mais, je l'ai écrit dans un chapitre de mon livre, où je disais c'était un monde de compétition. On est entré en ayant comme écueil, enfin je ne vais pas dire écueil, mais c'est le mot qui s'en rapproche le plus. On est entré donc dans ce collège avec comme écueil une grande compétition parce que tout le monde avait envie de réussir et on en a récolté de l'émulation. Alors ça c'est déjà, j'ai trouvé la formule, j'étais heureux. Hein. Je ne vais pas fanfaronner, mais il y avait... Alors tout à l'heure tu me piqueras un petit peu pour que je te dise les petites choses que j'ai trouvées parce que tu aimes l'esprit et la poésie. Et j'ai fanfaronné tout seul dans la maison. Ici, je suis humble, comme Hamid le dit. Donc, par rapport à ta réflexion, le fait est que j'ai dit que cette émulation, dans cette école-là, on a découvert le fait de repousser ses limites, et avant même de les repousser, de les découvrir. C'est ça qui est bien. C'est que l'hommage que je rends aussi bien au père blanc qu'au professeur laïque, parce qu'il n'y avait pas que des pères blancs, le diocèse, il envoyait comme ça, il envoyait des pères qui étaient disponibles, et une fois que la charge de travail était importante, qu'il y avait des postes à pourvoir, donc on faisait appel au service national qui s'appelait VSNA. Donc ce sont des coopérants qui ne veulent pas passer leur service en France et vont faire donc professeurs en Algérie. Et donc tous ces gens-là nous ont appris à découvrir nos limites et à les repousser. Et en parlant de Saint-Augustin, on était beaucoup à avoir de la boulimie, à vouloir moi-même. Je suis né enfant solaire, qui plus est à 3 semaines de l'été, donc, et dans un pays où le soleil est omniprésent. Donc c'est un petit peu dommage que comme ça quelqu'un de solaire se morfonde dans la grisaille de l'académie, avec juste des cours généraux, et puis on rentre à la maison. Et pourquoi je rendais hommage à ces professeurs, c'est parce que ils ont ramené une large palette pour que chacun s'y retrouve. Donc quand les cours étaient finis, on avait ces activités dirigées, donc ça stimule un petit peu les vocations, et ces professeurs-là, aussi bien père blanc que prof laïque, ce n'étaient pas des fonctionnaires, c'est-à-dire ils avaient une démarche éducative. C'est pas des gens qui viennent émarger et dire voilà j'ai fait mes 12 heures de la semaine, j'attends la fiche de paye. C'est des gens qui faisaient ça par vocation, et c'est toute la différence. Et la chance que j'ai, c'est que le maître au primaire qui m'a proposé, j'étais 3e sur les 5, parce qu'il fallait, on n'avait pas droit à plus que 5 de meilleurs au primaire. Lui-même, c'est quelqu'un qui, à ce jour, il est encore vivant, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie. C'était pas un fonctionnaire, c'était une vocation. On ne dit pas quelle est ta profession, c'est sa passion et sa vocation. Voilà, voilà donc la chance qu'on a eue. Oui.
quand il n'y en a plus, il y en a encore. Merci, Oui, Djelmel. En tout cas, ton livre est le bienvenu. Merci. Ton approche à la littérature ne date pas d'aujourd'hui. Tu as fait partie du groupe d'études berbères avec Mouhia. Alors, un mot là-dessus. Merci Ibrahim. Alors, non, je n'ai pas fait partie du GEB parce que à sa genèse, je devais avoir 7-8 ans. Oui, donc ça c'était le tout premier groupe à l'université Paris-Vincennes. J'ai connu Mouhia donc entre 1999 et 2004 à sa disparition. Donc ça c'est mon premier livre tout seul comme auteur, mais on a fait comme ça un atelier d'adaptation et de traduction. Pour les droits d'auteur, on ne peut pas sortir ce qu'on a fait ensemble. On a pu faire celui-là parce qu'il n'a travaillé avec nous que pour les 10 premières pages, et après il est tombé malade, et après il est parti. Et pour lui rendre hommage, avec les copains, on a voulu le terminer pour sa mémoire. Et donc il est sorti en 2006. C'est les Fourberies de Scapin. Malheureusement, il est sorti qu'en Algérie, chez Achab, à Tizi Ouzou. On n'a pas pu le sortir ici. Mais voilà. C'est ça, les Fourberies de Scapin en Kabyle. Donc on était un groupe de 6 et on s'est donné un point d'honneur à finir le travail ensemble. Et donc Ramdan a bien voulu le sortir. J'avais fait une émission à BRTV pour le présenter, mais malheureusement, depuis voilà, le monde de l'édition, vous savez comment ça se passe, c'est très difficile. Vous pouvez parler des autres personnes qui ont contribué à ce livre? Oui, alors il y a leur nom, donc il y a Boubacar Almi, Saïd Amash, que vous connaissez peut-être, Idi Ornait Abdallah, Tahar Slimani et Mokran Taghmout. Ouais. Et bien sûr, Mouhia. Pour les 10 premières pages. Donc, je te disais, mon ami, tu en parles un peu rapidement, mais les Pères Blancs ont joué un grand rôle dans la préservation de la langue kabyle, avec leurs études linguistiques, avec leur dictionnaire, et on leur doit beaucoup, et beaucoup de chercheurs ont utilisé leurs travaux, qui sont toujours utilisables jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'en Dany Lefer, et pour aller vers d'autres chemins, pour consolider un peu la réhabilitation de cette langue. Est-ce que tu peux nous dire un mot à propos de cela? Oui, bien sûr. Alors, c'est des hommes de foi. Ils sont très au point des 7 péchés capitaux, donc ils ne sont pas dans l'ostentation, ils ne sont pas dans l'orgueil. Malheureusement, un petit peu comme Mouhia aussi, donc il n'aimait pas trop. Sauf que quand quelqu'un est très modeste, on eût voulu que ce soit les autres qui viennent vous encenser. Alors il y a des gens qui savent encenser, il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin d'encenser, et on reste comme ça dans l'incompréhension, dans le silence, et c'est dommage. Alors ces Pères Blancs, effectivement, ils ont fait beaucoup plus qu'on ne peut le croire. Alors, donc, le père Jean-Marie Dallet et le père Manfry. Donc, si on a aujourd'hui un dictionnaire kabyle-français, avec toutes les langues vernaculaires, ils sont allés chercher à gauche, à droite, mais c'est plutôt, et j'ai la chance parce que c'est le kabyle de à peu près notre patin, de Atmaguinef, mais donc, ça concerne de Vgaïeth, Bouira, tous les, voilà. On a déjà une première matière. Ensuite, il y a le père de Gisèle qui a mis le pied à l'étrier à Belaïd al-Athalir. Donc on pense que Belaïd al-Athalir, c'est le premier qui a écrit le livre en kabyle. C'est tombé comme ça du ciel. C'est le père de Gisèle il a dit « Ah bon, tu penses que ça vaut le coup à lire en kabyle ?» Bon, je pense qu'il n'y a personne... Si, non, moi, franchement...
Et ben voilà, non seulement il lui a mis le pied à l'étrier, mais il a insisté pour que ce coup-là, ce premier coup-là, vaille la peine d'être tenté et qu'il en soit remercié parce que voilà, donc l'héritage de Mamri, il vient de cette lignée de pères blancs. Ça, donc, c'est la conséquence. On les remercie, on est très reconnaissant par le posteriori, mais on les remercie aussi par le fait que pour enseigner, il faut d'abord apprendre. Donc ils sont venus, ils se sont mis à notre niveau, ils ont appris notre langue. Et voilà, moi qui adore les langues, qui suis doué dans les langues, déjà, apprendre le kabyle, c'est pas donné à n'importe qui, parce que moi, avec les 37 lettres de l'alphabet, voilà, bon courage. Ensuite, apprendre une langue jusqu'à avoir le niveau nécessaire pour l'enseigner. C'est-à-dire, c'est des échelons. Donc, non seulement ils ont appris la langue pour pouvoir communiquer avec le peuple autochtone, c'est tout à leur honneur. Ensuite, ils ont développé un savoir pour pouvoir le professer. Et, in fine, la conséquence, c'est de mettre le pied à l'étrier aussi bien à Belaïd Atali et à l'héritage de Moulid Mamri et Mouhia, puisque on écrivait en lettres latines dans son atelier. Tu voulais nous lire des choses? Non, parce que j'ai rien ramené. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, on va obliger Farid à nous dire un mot. Hein. Farid. C'est obligatoire. Farid Mamri au tableau. J'étais instituteur de français, j'avais 21 ans, donc on n'oublie jamais le métier. Bonsoir tout le monde, merci pour cette discussion si intéressante et si enrichissante. C'est vrai que les Pères Blancs ont apporté beaucoup de choses, mais moi j'ai fait différemment. J'ai eu un parcours tout à fait différent. C'était l'école primaire, l'école Jean-Mer de Tizi, ensuite le lycée Mokrani, pendant 8 ans d'internat. Et c'est exactement les mêmes conditions. Sauf que nous avions des dortoirs où il n'y avait pas des lits superposés, parce que nous avions un espace. L'enseignement que nous avions était, je crois, aussi intéressant, parce que nous avions des professeurs, notamment, je pense, je vais rendre hommage à Abdallah Mazouni, qui était notre professeur d'arabe de philosophie en terminale, qui nous disait en 70, bientôt, avec la politique d'arabisation que nous avons dans ce pays, nous aurons des analphabètes bilingues. Et il avait écrit un livre en 69, Culture et enseignement en Algérie, où il critiquait justement la prise de pouvoir de l'idéologie sur l'enseignement. Sinon, par rapport aux Zaouïas, Moustapha Al-Ashraf m'avait dit que c'est grâce aux Zaouïas de Kabylie que l'arabe a pu se maintenir donc, pendant la période coloniale. Enfin, c'est des petits points comme ça que je relève. Sinon, pour le reste, j'ai pas de questions à poser en particulier. Il y a Dalisa qui veut poser une question. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais juste confirmer quelque chose. Vous avez parlé des Pères Blancs tout à l'heure, qui est une vocation, plus de l'enseignement. Voilà, je voudrais confirmer. Il paraît que c'était voilà, ils n'avaient même pas de salaire en tant qu'enseignants, mais à condition qu'ils faire venir une vingtaine ou une dizaine d'élèves des villages à côté comme le vôtre. Confirmez-vous cela? Alors honnêtement, j'ai fait beaucoup de recherches, mais je les ai interrompues en cours de route parce que j'étais pris par le temps. Je voulais que ce livre sorte au plus vite parce que je voulais que ce soit, entre autres, un cadeau d'anniversaire pour le Père Yann, qui était notre directeur, qui est toujours en Algérie et qui fait toujours dans l'humanitaire. Et donc, qui a 85 ans. Alors, j'ai fait au plus vite. C'est vrai qu'on a dit, ils n'avaient pas de... Donc, il y a le diocèse qui donnait de l'argent
comment ça se passe chez les Pères Blancs et les Sœurs Blanches. Il y a un système qui s'appelle les dières. Les dières, ce sont des bulletins périodiques, parfois bimensuels, parfois semestriels, à condition qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc on consigne tout ce qui a été dépensé, quelles sont les choses qui ont été entreprises. J'en ai trouvé un où on a parlé donc du site de Pierre Maroug, de Mouloud Harkoun, etc. Et donc, en fonction de ce qui a été réalisé, on leur donnait l'argent de Notre-Dame. Ensuite, comme c'est une école payante, tout le monde ne payait pas, donc les gens qui sont vraiment démunis, on leur passait, donc ils faisaient gratuitement, les autres. Donc, avec ce qui reste, on donnait un peu, mais c'est pas quelque chose de, on va dire, on va pas dire voilà, il y a un salaire tous les mois, bon an, mal an, il faut que cette personne soit payée, mais tous les gens, tous les pères qui ont été envoyés là-bas par vocation, par nomination, ils étaient au courant, et ceux qui, par la suite, les laïcs, ils savent que c'est le service national, donc voilà, il faut pas, ça leur fait du tourisme au soleil gratuitement, ou enfin presque. J'ai répondu à votre question? Merci. Oui, ce qui est étonnant et incroyable, c'est que bon, les Pères Blancs, donc qui étaient à la tête de cette école, et pourtant ils ont donné un enseignement laïque. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et des élèves qui sont sortis de ces écoles-là, on n'a pas vu beaucoup de conversions. Et ça aussi, ça reste, c'est exceptionnel. Peut-être Hamid Salmi peut nous éclairer là-dessus. J'y ai pensé en même temps que j'ai parlé. Je me suis dit que ça vient probablement aussi, il y a plusieurs causes, mais une des causes, c'est que eux, par rapport aux musulmans actuels, ils prêchent par des causeries. Et ils prêchent par l'exemple. Donc l'exemple se passe comment dire, de la parole, c'est l'exemple. Et cette façon d'être humain, il le montre par le sérieux, par la sincérité de cette institution. Et du coup, si conversion il y a, une personne va venir en disant « tu es un être exceptionnel, j'aimerais bien être comme toi » Et je crois que d'ailleurs Daniel a fait ce chemin au final. Voilà. Eh ben oui, l'exemple. Et c'est vrai que je regrette beaucoup que la transmission des religions aujourd'hui, notamment dans le monde musulman, ne se fasse pas ou bien de manière socratique, question-réponse, ou bien de manière par l'exemple. Et on ne trouve pas les deux. Même mon père qui allait à la mosquée à la fin de sa vie, en Oranie, il me disait, je ne comprends pas, il n'y a que lui qui parle. Pourquoi? Parce que lui, il avait l'esprit de Tejmer. Il avait l'esprit de l'assemblée du village. On questionne. Et quand on voit même les maîtres hindouistes, taoïstes, etc., c'est question, réponse, question, et on va pas à pas. Et on déploie le mental jusqu'à la fin du mental, et puis un second le vide. Est-ce que c'est pas justement Tajmat qui a empêché justement, qui est lié à ce peu de conversion? Tajmat en tant que tel. Ouais. Tajmat déjà, elle transmet une sagesse particulière qui est l'Aqbaïli. Et on dit par les Kabyles, mais on dit donc ça c'est le code kabyle. Donc c'est sûr que ça, un des piliers de la sagesse kabyle, c'est Tajmat. C'est ce qui fait que la région est restée démocrate. Et voilà, on a toujours cette idée de forum, d'agora, etc. Voilà. Merci Hamid. Oui. Merci. Alors. Oui, Asdi. J'ai une petite question, j'ai deux. Bon, la première elle a été posée par Brahim. Déjà bravo pour votre ouvrage. Merci. Je voulais
pour commencer, apporter un petit commentaire, si je peux. En fait, quand Hamid a parlé des Pères Blancs, il me semble que leur génie, si on peut parler de génie, leur pédagogie, c'est d'abord des gens qui sont imprégnés de la culture locale, voire des cultures locales. Donc ils étaient vraiment baignés parce que, comme vous l'avez dit, je vais le rappeler, le dictionnaire de Dalé, le fichier documentaire berbère, on a un tas de littérature qui existe grâce aux Pères Blancs. Et maintenant, ma question, vous me permettez, je vais sortir complètement du sujet. En fait, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt une de vos interviews. Vous avez parlé de quelqu'un que je n'ai pas connu malheureusement, que j'aime beaucoup. Et malheureusement, on ne parle pas, c'est Hachmi Blabila. Donc, désolé si je sors du sujet, non. Parce que j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup Hachmi Blabila. Et j'aimerais bien, si c'est possible, de me dire un petit mot là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui a eu un apport considérable dans notre musique. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je vais revenir un petit peu, et puis je vais répondre par rapport à Hachmi et à son âme. Donc, je voulais faire une petite précision, vous veuillez m'excuser, je l'ai omise. Alors, vous pensez bien que si les Pères Blancs ont été créés à Alger en 1868, ce n'est pas pour se regarder en chien de faïence dans le blanc des yeux. Il y a quand même la tentation de vouloir évangéliser un petit peu, si ce n'est l'Algérie ou l'Afrique du Nord, au moins peut-être plus tard l'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc l'intelligence a fait que, ok, on fait un petit compromis, donc on laisse les Kabyles tranquilles, on laisse l'Algérie tranquille, puisqu'ils sont très, comme ça, enracinés dans l'islam. On va faire ce pourquoi on est venu. Ils ont beaucoup soigné. Peut-être un de vos aïeux ici a vu le jour grâce à l'aide de certaines sœurs qui sont allées aider les mamans à accoucher. Peut-être un de vos aïeux ou un de vos parents est une éminence qui a peut-être fait les Pères Blancs. Donc, ils ont fait beaucoup de social. Ils ont fait beaucoup de choses, mais surtout pour nous, pour les garçons, c'est l'enseignement. Alors, donc, l'omission de tout à l'heure, c'est que même s'il y a eu les trois conditions de ne pas évangéliser les gens pour qu'on leur donne le terrain constructible, il y a eu quand même une petite souplesse, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment orphelinement orphelins. C'est-à-dire, comme on dit chez nous en Kabyle, l'olive qui tombe de l'olivier et qui tombe au pied de l'arbre, c'est-à-dire après elle n'a personne, ni racine, ni branche. Bon, bref, donc, les gens qui sont vraiment orphelins, qui n'ont personne, ceux-là, donc ils sont évangélisés, ils les chrétiens, mais ils ont tous les avantages, c'est-à-dire ils étudient gratuitement, ils sont hébergés, ils sont éduqués, et donc à loisir, ils peuvent choisir un nom européen. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième, donc comme je le raconte dans le livre, donc le premier jour, donc on était dans la voiture en direction de l'école. Les deux jeunes qui nous conduisaient avec mon grand-père qui était à côté de moi. Une fois que la glace a été rompue, ils ont dit, bon, il leur a dit, bon, voilà, j'ai un petit souci, j'ai peur que Daniel devienne comme un pape grec avec une longue barbe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, ils l'ont rassuré tout de suite, ils lui ont dit, il n'y a pas de cours de théologie, ne vous inquiétez pas. Même la croix sur la chapelle, ils l'ont retirée, donc ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui est bien, parce que lui, il avait peur. Et puis que quand j'ai eu l'âge de choisir ma chapelle, en toute conscience, et c'est le bon sens qui m'a dicté de redevenir chrétien. Donc je disais à midi hier, je voudrais populariser un mot, sans faire de prosélytisme bien sûr, de ne plus dire, en tout cas pour la population berbère, de ne plus dire je me suis converti, mais
j'ai réintégré la religion de mes aïeux. Parce que donc Saint-Augustin, Tertullien et Cyprien, donc le 1er, 2e, 3e siècle, ils avaient déjà des postes très importants, donc père de l'Église, l'un des 37 docteurs, Sainte Monique, et la France, qui était venue chez nous, est devenue chrétienne au baptême de Clovis en 496. C'est-à-dire, Sainte Monique était partie, son fils il a eu tout ce prestige, donc jusqu'à devenir l'un des 4 pères de l'Église, et il est décédé en 352 ou 354, et la France n'est devenue chrétienne qu'en 496, alors que la fille est née de l'Église. Voilà. Donc c'est par ce bon sens, et je sais que mes aïeux étaient chrétiens avant 6 siècles avant l'arrivée de l'islam, donc que j'ai réintégré, je ne me suis pas converti, j'ai réintégré la religion de mon peuple. Quant à M. Blady, il pourrait bien être un père blanc, un chimie, tellement il était généreux, tellement il était heureux du bonheur des autres. Il était boulimique, comme moi, et quand il rencontrait quelqu'un comme moi qui avait envie d'apprendre, il décuplait toutes ses forces et ses facultés. C'est un homme d'une générosité extrême, d'une gentillesse. Je l'ai connu pendant 20 ans, 25 ans, hein, ici en France. J'ai jamais appris qu'il a eu une querelle avec qui que ce soit. Alors il y a eu comme ça des bassistes. Bon, la musique moderne à l'époque en Algérie, c'était pas facile. Et puis on vivait pas de sa musique à l'époque. C'était mal vu d'être artiste. Hein. Je viens du village d'Etmanglat. J'ai vu sa naissance artistique, où il passait dans la djemma avec la guitare sous le burnous. Il ne fallait pas qu'une seule corde touche son genou ou sa côte en passant devant les notables du village avec des moustaches comme ça. Et il fallait sortir à pas moins de 500 mètres du village dans les champs pour qu'on n'entende pas. C'est vous dire la place qu'occupait un saltimbanque, un musicien chez nous, fin des années 60, 70, hein, je ne parle pas des années 40, je n'étais pas encore né. Donc il y a eu des bassistes, moi j'adore la basse, il m'a donné des cours, etc. Mais donc ça va, ça vient, mais on peut dire que c'est le précurseur, c'est un petit peu le Mouhia au niveau du théâtre, et les Abrani Seydir au niveau de la musique moderne, et Belaï, donc multi-instrumentiste, excellent guitariste. Il a travaillé avec Allah, donc, qui est de son patelin à Béchar, à Kenatsa. Excellent guitariste. C'est quelqu'un qui sait lire et écrire, donc il a beaucoup aidé dans le groupe d'Idir et je ne sais pas combien de centaines de chanteurs kabyles à qui il a fait la basse, donc parfois des arrangements. Et malheureusement, il est parti en 2013 et il a laissé un grand vide, même si son contemporain, c'était Omar Megheni, on en parlait, donc il vit aussi en Norvège, et Youssef Boukela, pour ne citer que ces deux-là, mais ça manque. C'est-à-dire, il y avait en plus la conjonction de deux autres pointures, à savoir Rabah Khalfa et Barodi. Et alors, quand vous bookez ces trois-là pour votre album, c'est 50% de plus de qualité, même si votre musique n'est pas... Ils ont embelli la musique. Alors, Zam, bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, mais peut-être qu'on a oublié quelque chose. Juste une dernière question. Oui, monsieur Brahim. Donc, y a-t-il d'autres projets de livres? Alors oui,
Hamid a subtilement, quand il a lu la 4e de coups, il a dit « Par ce premier livre, ça veut dire que tu laisses entendre. » Oui, j'ai un peu de matière de côté, mais ce livre-là m'a pris beaucoup de temps parce que je ne voulais pas écrire pour écrire. La chose qui a tardé à venir, c'est de trouver un style. Donc je pouvais écrire comme ça, mais je voulais trouver mon style qui me ressemble. Quand je l'ai trouvé en 2018, j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé par ma biographie générale. Et puis j'ai eu comme ça une gifle. J'ai vu que les pères blancs, ils partaient tous les uns derrière les autres. Donc j'ai retiré ce petit passage de ma vie pour en faire un livre. Et donc j'ai d'autres petites choses. Tout à l'heure, je te disais, toi qui aimes l'esprit, donc j'ai comme ça semé dans le livre quelques petits jeux de mots. Je me suis fait plaisir. Bah, tu as bien fait. Alors, par exemple, vous savez qu'une caisse, dans mon langage courant, c'est une voiture. Donc, dès l'incipit, qui m'a pris 1 mois à trouver, j'ai écrit 5 incipits avant de retenir celui-là, où je dis « Des voitures dans ce patelin, il n'y en a pas des caisses. » J'arrive, on me dit « Tu vois le grand là, le Hollandais de 2 mètres là, ouh là 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 là, il ne faut pas que sa gifle rencontre ta joue. Et ça va être très difficile. » J'ai dit « C'est très fâcheux parce que je suis un assidu turbulent. » Voilà. Un jour en hiver, la toux qui m'a pris en grippe, ainsi de suite. Et donc, passer ces traits d'esprit, je voulais donc dire que ma consoeur Bahia Milal, je la remercie parce qu'elle a fait un travail sur les sœurs blanches. Ça m'a permis de me concentrer. J'ai parlé un petit peu des sœurs blanches, mais ça m'a permis de me concentrer sur les pères blancs parce qu'elle a déjà fait un travail sur les sœurs blanches et la ruche en particulier. Je vous fais une petite confidence, vu que tu as parlé de Mouloud Feraoun, et je m'attendais à ce qu'on dise, oui, on retrouve un petit peu le style de... Je me suis refusé de relire ni Mamri, ni Feraoun, ni Marguerite, ni Salomon. J'ai voulu laisser mes souvenirs intacts pour ne pas être parasité, parce que bon, il suffit de relire. Je me suis permis de revisionner, 3 semaines après la sortie de mon livre, La gloire de mon père de Pagnol, parce que je voulais vraiment garder l'authenticité de mon récit avec mes mots et avec l'image qui était figée dans ma tête. Une dernière chose, je soutiens tous les gens de la culture qui sont en Algérie, que ce soit les éditeurs, Coucou, Tafef, les libraires en Marchek, les cafés littéraires, les salons, Boilem Saint-Sal qu'on a emprisonné, les détenus d'opinion. C'est un scandale. Il faut absolument que ce régime soit aux abois pour en arriver là. Les opinions, ça se discute. La bravoure voudrait qu'on porte la contradiction en place publique avec des arguments plutôt que d'embastiller, de fermer, d'interdire. Donc je remercie tous les gens qui continuent avec beaucoup de courage à faire le travail. Merci à toi. Merci à toi d'être passé par l'impondérable. Il reste quelques exemplaires peut-être à dédicacer, mais sinon ceux qui n'auront pas leur exemplaire, je crois qu'ils pourraient avoir le livre sur Amazon, c'est ça? Alors, pour tout ce qui est Occident, donc France, Canada, communauté Canada, États-Unis, tout ça, il y a Amazon. Je remercie les gens qui m'ont fait rentrer aussi là par un chemin parallèle. J'ai vendu 20 livres aussi là, alors qu'il y a des gens qui étaient sur place avec leur affiche et qui sont prêts pour signer, ils n'ont pas vendu un livre, et ça c'est dramatique. On a fait une impression de 50 livres,
Les 30 autres, on les a amenés chez Cheikh Atiziouzou, ils ont été vendus en une semaine. Donc, comme l'émission que notre ami Brahim, gentiment, qui fait une vidéo, qui attendent ma réponse. Donc, je travaille avec des gens au pays pour une réimpression à plus grande échelle et pour que ce soit disponible dans les grandes villes, Béjaïa, Alger. Il y a encore avec plaisir, oui. Je vous dis à tous bonsoir. Je remercie infiniment monsieur Daniel de m'avoir reçu. On a brisé la glace qui nous séparait depuis à peu près un demi-siècle. Aujourd'hui, on s'est retrouvés. Et je suis très très heureux de t'avoir rencontré, aujourd'hui surtout. Et je remercie aussi tous les présents. J'ai retrouvé aussi Cherfi Mouloud, que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Et je voudrais apporter deux petits points sur lesquels Daniel en a parlé. C'est au sujet de la chapelle. La chapelle, il y a la seule chose qu'on utilisait la chapelle pour le collège, c'était la cloche. En effet. Et aussi, il y avait aussi pendant le mois de Ramadan, il y avait des élèves qui voulaient faire carême. Et les pères blancs étaient intransigeants à ce sujet, je me souviens bien. Ils exigeaient une autorisation paternelle. Voilà, c'est les deux points que je voulais mettre au point. Et voilà, encore une fois, je suis très content d'avoir retrouvé mon cher ami Daniel. Et je te remercie aussi d'avoir parlé au sujet du café de mon père. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous quitter de bonne heure parce que j'habite loin. Je viens de Nangy, du département 77. Et je vous souhaite une très bonne continuation et une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste répondre. Bien sûr. Alors, monsieur Hanifi, ici présent, donc c'est lui qui est le fils du cafetier qui était à 50 mètres de notre collège, que j'ai évoqué dans mon livre. On était impatients d'être jeudi après-midi parce que jeudi après-midi on avait quartier libre et donc on sortait, il y avait une limonade à l'époque qui s'appelait Cruche et on était 162 donc il n'a pas 36 000 caisses donc il fallait se ruer pour pouvoir avoir ce nectar. Donc monsieur Popo, il s'appelle monsieur Popo et c'est Miss Popo donc je l'ai nommé monsieur Popo, paix à son âme. La cloche en question, je l'ai dit, donc quand j'ai dit je suis fatigué, on allait monter au dortoir, donc j'ai dit que la cloche va rythmer notre vie, et donc effectivement, on n'avait pas besoin de hurler, réfectoire, dortoir, classe, la cloche, et puis on savait où il fallait aller. Et la troisième chose c'était quoi? Oui, j'ai aussi parlé de l'intransigeance de Periane à ce que les quatrièmes et les troisièmes qui étaient beaucoup plus âgés que nous. Alors nous, on avait la chance non seulement d'entrer au primaire à temps, c'est-à-dire à 6 ans, il y en a même qui ont eu le privilège de rentrer à 5 ans, alors que pas très loin, donc les quatrièmes et les troisièmes, c'est 2 ans, 3 ans. Et il y en a, les pauvres, leurs écoles étaient brûlées, c'était pas encore l'indépendance, donc il y en a qui sont entrés à 9 ans à l'école. Donc on avait des hommes, nous on était des petits en 6e, et au 3e, il y avait des gars, ils avaient des moustaches. Donc comme cela, ils observaient le ramadan avec ou sans autorisation paternelle. Donc Periane avait insisté auprès du cuisinier de leur ménager un superbe menu, parce que toute la journée, donc 45 heures par semaine de cours, et il allait personnellement, le directeur, personnellement les réveiller à 3h, 4h du matin, en silence pour ne pas déranger ceux qui ne le font pas. Il les amène, il veille à ce que le cuisinier qui a travaillé la journée et qui a dormi quelques heures, qui se lève pour faire le soir, qui va redormir quelques heures et revenir faire le petit déjeuner. Ça, je ne sais pas si des parents pourraient faire comme ça.
4 services en dormant de 3 heures. Voilà. Donc, alors que ce sont des chrétiens. Donc, tout ce qu'on a pu dire de mal sur le Père Blanc, il faudrait qu'on sache ce qu'ils ont fait, alors que ce n'est pas une religion. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniel pour ce témoignage émouvant. Merci pour le livre. Je disais, il reste quelques exemplaires. Il va les dédicacer. On peut continuer la discussion autour d'un verre. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.